que je suis impressionné de passer après des professeurs en histoire et avant des docteurs en histoire. Je ne suis pas diplômé en histoire, si ce n'est un travail d'histoire que j'ai fait à l'école de guerre en 82-83. J'ai pas de texte à vous lire, j'ai simplement un fil conducteur qui va apparaître, et au fur et à mesure, vous verrez apparaître en jaune où j'en suis de ce fil conducteur. Alors, ce que je vais vous dire, c'est du vécu, hein, ça date d'il y a 25 ans, à quelques jours près, puisqu'en février 91, on pénétrait en Irak avec la division d'Aguet, avec les forces coalisées. Donc je disais, c'est du vécu, et je me dois d'être le témoin des hommes que je commandais à l'époque. Les lieutenants d'époque sont encore pratiquement tous en activité, ils sont colonels ou généraux. Les légionnaires, les tout jeunes légionnaires que je commandais sont aujourd'hui adjudants, adjudants-chefs ou majors, et certains d'entre eux se trouvaient dans la cordée du 2e règle qui a été emportée par une avalanche il y a quelques jours en Savoie. Alors, avant de parler spécifiquement du génie dans la guerre du Golfe, je crois qu'il faut faire un petit coup de zoom sur le contexte de l'époque. Si on ne comprend pas à quelle époque c'est arrivé, ce qui se passait avant et ce qui s'est passé juste après, on ne comprend pas, on a du mal à comprendre exactement ce qui s'est passé dans cette campagne. Voilà, donc 3 parties, comme il se doit dans ce genre d'exposé. Je vous parlerai ce que j'appelais les années charnières 89, 90, 91. Ce sont les années pendant lesquelles j'ai commandé ce régiment. Ensuite, un zoom un peu plus serré sur le génie dans la guerre du Golfe. Et enfin, quelques idées pour l'avenir, parce que je crois que le rétex, justement, c'est tout l'intérêt d'apporter quelques idées pour ce qui concerne l'avenir. Alors, le contexte historique des années 89, 90, 91. Je vais aller assez rapidement. Avant 89, ça vient d'être dit, c'était la guerre froide. Toutes les unités occidentales, et l'armée française en particulier, étaient axées sur une doctrine uniquement défensive. Les grandes unités occidentales savaient ce qu'elles devaient faire face au déferlement des divisions soviétiques. Chaque grande unité savait sur quel terrain elle devait combattre, à quel endroit. Tout le monde avait reconnu le terrain sur lequel on devait combattre, et on connaissait très bien ce terrain. On connaissait le moindre arbre en boule, on connaissait le moindre village, on connaissait le moindre carrefour. Tout ça était connu, et on s'était entraîné, on s'était préparé à ce genre, on s'était équipé pour ce genre d'action défensive. Et puis d'un seul coup, le 9 novembre 1989, je m'en souviens encore, je commandais mon régiment depuis 3 ou 4 mois, chute du mur de Berlin. C'est arrivé quasiment brutalement, avec quelques signes annonciateurs, mais je crois que le monde occidental est tombé des nues le 10 novembre matin. Alors tout le monde à ce moment-là s'est dit, ça y est, il n'y aura plus de guerre, et certains, notamment chez nos dirigeants politiques de tous bords, hein, de tous les pays, se sont dit, ça y est, on va percevoir les dividendes de la paix, et c'est à partir de ce moment-là que, comme par hasard, on a commencé à se dire, il n'y aura plus de guerre, donc on va pouvoir fonctionner les budgets de la défense. Je ne vise personne, vous pouvez suivre mon regard. Et puis là-dessus, quelques mois après, le 2 août 90, on regarde les écrans de télévision et on voit que l'armée irakienne, en une nuit, a envahi le Koweït. Alors, je ne sais pas si la carte est bonne. Vous voyez où ça se situe. Vous avez ici en bas à gauche, vous avez la mer Rouge. En haut à droite, vous avez le golfe Persique. Entre les deux, l'immensité de l'Arabie Saoudite, en partant de la mer Rouge, l'Irak au nord, et tous les Émirats le long du golfe Persique.
le Koweït étant un des tout petits Émirats qui se trouve ici. Voilà. En une nuit, toute l'armée irakienne, un certain nombre de divisions blindées, divisions mécanisées, envahissent le Koweït. Voilà un petit croquis rapide, donc un coup de zoom sur cette carte. Vous voyez tous ces rectangles, ce sont des divisions irakiennes. Vous voyez à droite, en bordure du golfe Persique, vous avez le Koweït. Toutes les divisions irakiennes sont là. Et il y a deux autres groupes de divisions irakiennes, celles qui sont en bordure, ici, en bordure de la frontière avec l'Arabie Saoudite, et tout là-haut, le long de l'Euphrate, vous avez les divisions d'élite que Saddam Hussein a gardées dans la main pour le cas où. Alors très vite, au niveau international, ça bouge. Le 6 août 90, il y a la résolution 661 de l'ONU qui déclenche ce qu'on a appelé à l'époque l'opération défensive, j'insiste défensive, bouclier du désert ou Desert Shield. Donc cette résolution de l'ONU envisage la constitution d'une coalition d'armées occidentales et même arabes pour aller défendre, je dis bien défendre, l'Arabie Saoudite, parce qu'à l'époque, il n'était pas du tout question d'entrer en Irak. Donc pendant 3 mois, en septembre, octobre et novembre 90, se met en place en Arabie Saoudite une coalition de 34 États occidentaux, les États-Unis, l'Australie, le Canada et les États arabes de la région qui ne voient pas d'un très bon œil que les puits de pétrole puissent être squattés par une autre puissance. Donc 3 mois au cours desquels la coalition se met en place en Arabie Saoudite. Le 29 novembre, deuxième résolution de l'ONU, là c'est un ultimatum qui est lancé à Saddam Hussein, à l'Irak. Et dans cet ultimatum, on dit à l'Irak, si vous n'avez pas quitté le Koweït le 15 janvier, on vous attaque. Rien ne se passe, et le 17 janvier, voilà ce qu'on a face à face. Vous pouvez lire un petit peu les forces qui sont face à face, d'une part les forces irakiennes, d'une part les forces de la coalition. Vous voyez, en gros, c'est à peu près équilibré, c'est un peu plus fort, un peu plus volumineux côté force de la coalition. On passe de 500 000 hommes à 700 000 hommes. Et pour les chars et les avions, c'est à peu près identique. Il y a une forte supériorité de la coalition en matière de force maritime. Voilà. Si, du point de vue du nombre, les forces en présence sont à peu près identiques, sur le plan de la qualité des unités, la qualité des équipements, la qualité des chars et des avions, bien sûr, il y a une supériorité côté force de coalition. Le 15 janvier, Saddam Hussein n'a pas quitté le Koweït, donc le 17 janvier se déclenche à ce moment-là l'opération offensive, qu'on a appelée Tempête du désert ou Desert Storm. Alors du 17 janvier au 23 février, pendant 5 semaines, ça va être uniquement des opérations aériennes. Essentiellement l'aviation américaine qui, tous les soirs, allait bombarder l'Irak dans la profondeur. C'était en fin de journée. Et pendant la nuit, l'artillerie américaine cognait également sur les objectifs dans la profondeur du dispositif irakien. Ça a duré donc 5 semaines, et je peux dire que pendant toute la nuit, on entendait tirer et on voyait des explosions de nuit à quelques kilomètres devant nous. Donc opération aérienne. Et le 24 février, c'est l'offensive terrestre. Je vais reprendre le fil de mon exposé. C'est l'offensive terrestre. Bon. L'offensive terrestre, je vous en parlais plus en détail dans ma deuxième partie. Mais pour terminer sur ces 3 années charnières, que j'appelle charnières, vous voyez 89, avant 89, la guerre froide, 89, la chute du mur de Berlin, 90, l'invasion du Koweït par l'Irak, et on se trouve dans cette offensive terrestre devant un paradoxe, c'est-à-dire que, aussi bien nous, l'armée française, que les armées occidentales,
Nous étions donc, comme je l'ai dit, préparés, entraînés et équipés pour faire un travail défensif. Le génie en particulier s'était entraîné, comme je dis toujours, à travailler avant et ailleurs en défensive. Donc en défensive d'abord, avant, parce qu'il nous fallait toujours des sacro-saints délais que tous les sapeurs connaissent, et à un autre endroit, parce qu'on préparait les destructions pour récupérer les amis qui reculaient. On détruisait les ponts, on faisait des champs de mines, on faisait des obstacles anti-chars, etc., etc. Voilà à quoi on était entraîné. Et à partir de 90, ça bascule. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur un théâtre qui n'est pas le théâtre sur Europe, c'est-à-dire en plein désert. On va se battre contre une armée formée à la soviétique. Voilà. C'est le renversement d'une stratégie, le renversement d'une doctrine. Et la question à l'époque, c'était de savoir comment on allait s'adapter à ce renversement de la doctrine. Je termine rapidement sur les années charnières, parce que vous voyez bien que ces 3 années sont un véritable basculement. Bon, voici les opérations terrestres telles qu'elles étaient prévues. Vous voyez donc le Koweït, l'Arabie Saoudite en bas, l'Irak. Il y avait 2 corps d'armée américains, le 7e corps au sud, le 18e corps au nord, et nous étions, nous, division d'Aguet, sous contrôle opérationnel du 18e corps américain. Un coup de projecteur sur le 18e corps, vous aviez de la droite vers la gauche, vous aviez la 24e division d'infanterie américaine, vous avez la 101 Air Assault, une division parachutiste américaine, et nous étions, nous, en flanc garde, face à l'ouest, donc c'était la 6e division légère blindée, la 6e division d'Aguet. Je termine sur cette offensive terrestre. Donc vous vous souvenez, l'offensive terrestre était à peine terminée, que quelques mois après, en juillet 91, c'était le début de la guerre des Balkans, pendant 10 ans. Parallèlement, déclenchement de la guerre en Afghanistan. En 2003, en Afghanistan, et en 2003, intervention américaine en Irak. Depuis ce temps-là, je ne l'ai pas mis, mais c'est le Mali, c'est l'Afghanistan, c'est l'Irak, c'est la Somalie, c'est la Syrie, etc., etc. Et donc, en ces 3 années, c'est vraiment une bascule d'un travail totalement défensif dans les structures, dans les esprits, dans les neurones. On était imprégné, le général de Fretin a connu ça également à l'époque, on était imprégné de cette doctrine défensive, et en quelques mois, en peu d'années, on est obligé de passer à une doctrine offensive, et maintenant, aujourd'hui, bien malin qui pourrait dire quel type de doctrine, quel type de combat on fait aujourd'hui en Syrie, ou au Mali, ou en Centrafrique. Voilà, alors le génie dans la guerre du Golfe, on regarde un peu le calendrier, parce que vous allez voir que tout ça, c'est véritablement très serré, et qu'il a fallu s'adapter, passer d'une posture défensive à une posture offensive en quelques semaines. Et ça, je le dirais, sans langue de bois, sans tabou, parce que je crois que si on veut véritablement faire un rétex, il faut le faire sans langue de bois et sans tabou. Alors donc, 2 août 90, invasion du Koweït par l'Irak. Le 20 septembre, on m'avait demandé quelques jours avant de mettre en alerte une compagnie. Donc le 20 septembre, c'est rapide, 2 août, 20 septembre, c'est la 2e compagnie de combat qui part, avec la moitié de la compagnie d'appui. Et on y part, je le rappelle, pour Desert Shield, un bouclier de désert, c'est-à-dire pour une action défensive au départ. Donc la compagnie part avec ses moyens organiques, avec ses distributeurs de mines, avec ses poseurs de mines, avec ses lots d'explosifs, avec ses lots de charges formées, donc uniquement dans une optique défensive. Le 8 octobre, c'est le reliquat de la compagnie d'appui qui part, donc le 8 octobre, j'ai 2 compagnies qui sont là-bas. Et puis à partir de là, plus rien. Plus rien. Il y a à peu près 40% de la 6e DLB qui sont là-bas. Les nouvelles qu'on a des unités qui sont là-bas, c'est qu'ils s'entraînent dans le désert, ils s'entraînent à un combat défensif, on ne sait pas très bien contre qui, mais c'est assez bizarre. Donc ils en profitent pour s'accoutumer au désert, parce que pour la plupart d'entre eux, ils ne le connaissent pas.
Donc plus rien à partir du 8 octobre. Le 29 novembre, c'est la résolution dont j'ai parlé tout à l'heure, la résolution de l'ONU, c'est-à-dire l'ultimatum contre Saddam Hussein. Et toujours rien, toujours rien. Alors vous imaginez que les unités de mon régiment qui restaient en base arrière, tout le monde voulait y aller, moi le premier, et qu'on remuait dans les brancards pour y aller, on nous disait « vous n'irez pas ». Alors finalement, le 2 décembre, c'est une date que les Saint-Syriens connaissent bien, le 2 décembre j'étais à Riyad, et je suis allé voir le général 4 étoiles français, qui était le représentant français auprès du général Schwarzkopf, le patron des forces coalisées. Et ce général était un sapeur. Alors, mon général, quand vous allez rentrer en Irak, vous aurez besoin de sapeurs. Et il me répond textuellement, le 2 décembre, textuellement, si vous croyez qu'on va entrer en Irak, c'est que vous n'avez rien compris. Alors quand un jeune colonel entend ça d'un général 4 étoiles, qu'est-ce qu'il fait? Il se met au garde à vous, il fait demi-tour, il prend l'avion et il rentre à Paris. J'arrive à Roissy, et là m'attendait un officier d'état-major des armées qui me dit « Mon colonel, vous partez dans 15 jours. » Voilà, point de suspension. Donc le 4 décembre, décision de départ de la totalité du régiment, et quelques jours après, le régiment se trouve en Arabie Saoudite au complet, en position, encore une fois, défensive, parce qu'on avait tout nos matériels prévus pour le combat en Centre-Europe. Alors du mois de décembre jusqu'au 13 janvier, il y a eu ce que j'appelle, entre guillemets, je l'ai mis entre guillemets, des discussions avec l'état-major de la division. À l'état-major de la division, il n'y avait aucun sapeur. Il n'y avait aucun sapeur. L'adjoint du génie du général Comfar était resté à Maison Lafitte. Le général Comfar ne l'avait pas emmené avec lui. Il n'y avait donc aucun sapeur au sein de l'état-major de la division. Et mon problème, c'était d'arriver à convaincre l'état-major de la division qu'on avait changé complètement de posture, qu'on allait rentrer en Irak, et ce n'est pas avec mes mines, avec mes distributeurs de mines, avec les enfouisseurs, avec mes MFRD, qui est une grosse tarière pour faire des trous dans le sol, avec les excavateurs pour rentrer dans le chou des Irakiens. Donc, quand je dis discussion, c'est entre guillemets, parce que croyez-moi, ça a été tendu. Ça a été tendu. Alors, je vais vous passer un petit extrait de 4 minutes d'un film, parce qu'il faut bien comprendre dans quel état d'esprit on était à l'époque. On savait qu'on allait rentrer en Irak, on savait qu'on n'avait que des moyens défensifs, on imaginait ce qui allait se passer, et moi je ne savais pas comment je pourrais le faire. Alors, je vais vous demander une petite seconde. C'est le matin, la veille de l'offensive en Irak, vous avez la frontière qui est devant nous, le général Janvier qui commandait la division et qui explique aux journalistes, qui est un caporal de chez moi, quel sera le rôle du régiment. C'est pas sonorisé. C'est un petit film qu'on a fait avec les moyens du bord, avec quelques caméscopes qu'on avait à l'époque. C'est l'ordre d'engagement donné par le général Janvier. Voilà, vous voyez le terrain. Terrestre débute le 24 février 1991 à 4h du matin. Vous voyez, on fonce. On fonce. Vous imaginez ce qu'on pouvait faire avec des distributeurs de mines, des enfouisseurs de mines, des lots d'explosifs.
dans ce genre d'offensive. Voilà, les 155 du 11e Rama. Un blindé irakien. Les X-30 du 4e Dragon. Les lance-roquettes multiples américains. Les artilleurs américains. Voilà. On va arrêter là. Je crois que vous voyez un petit peu le genre d'offensive et essayer de comprendre un petit peu dans quelle situation je me trouvais. Hein. Qu'est-ce que je peux faire pour appuyer cette division qui fonce droit devant elle, avec des champs de mines mis en place par les soviétiques, avec des obstacles anti-chars, avec des obstacles de barbelés, etc., etc. Et j'avais rien. Bon. Donc l'extrait de film, vous l'avez vu, et comme par hasard, le 14 janvier 1991, il y a la visite du chef d'état-major des armées, le général Schmitt, qui vient pour se rendre compte des préparatifs, et qui est accompagné d'un certain nombre de généraux, dont le général Guignon, qui avait été mon professeur à l'école de guerre quelques années auparavant, et qui était sous-chef opération à l'état-major des armées. C'est lui qui pilotait les opérations depuis Paris. Et j'ai pris le général Guignon à part, et je lui ai dit, mon général, je ne peux pas appuyer la division avec les moyens que j'ai. Il m'a demandé ce dont j'avais besoin, alors je lui ai dit, les Américains ont ce qu'il faut, les Anglais ont ce qu'il faut, en France je ne sais pas ce qu'on peut m'amener, mais il faut me renforcer. Voilà. Et tout s'est déclenché à partir de cette date. Vous voyez, le 13 janvier, le 14 janvier, j'étais encore en posture défensive. Et puis d'un seul coup, tout est arrivé. Le 20 janvier, donc une semaine après la visite du SEMA, j'ai reçu carrément, sous contrôle opérationnel, un bataillon du génie parachutiste américain. Un bataillon complet qui avait d'une part des moyens d'ouverture d'itinéraire, de rétablissement d'itinéraire, mais surtout qui avait ce qu'on appelle le MICLIC. Je vais vous montrer tout à l'heure une photo, qui est un moyen de déblaiement de champs de mines. Vous allez voir comment ça fonctionne. Voilà, d'un seul coup, j'ai vu arriver en gros 700 sapeurs américains sous mes ordres. Ça, c'était le 20 janvier. Le 2 février, je reçois une compagnie blindée du 3e régiment du génie. Compagnie blindée sur EBG, sur engin blindé du génie, qui est un X-30 aménagé pour les sapeurs. Mais le BG sortait tout juste d'expérimentation. Le personnel qui était en métropole était un personnel appelé, qui a été remplacé au dernier moment par des engagés. Vous voyez un petit peu la cohésion qu'il pouvait y avoir dans cette compagnie. C'est pas en 3 jours qu'on forme la cohésion d'une compagnie de combat. Ça, c'était le 2 février. Le 13 février, je reçois de Paris une section de déminage lourd. Vous allez voir tout à l'heure les... Voilà, alors ça c'est le MICLIC. Le MICLIC, je savais que les Américains et les Anglais avaient à peu près le même matériel. Vous avez ici une remorque qui est derrière d'un VAB, dans laquelle est lové 120 mètres d'un boudin explosif. Il y a 800 kg d'explosifs. Donc on le lance avec une roquette, vous voyez la roquette qui est au-dessus. L'explosif tombe au sol, on le fait sauter et ça dégage les mines qui sont en dessous. Alors ce matériel, on l'avait depuis 8 jours.
Il a fallu s'entraîner avec les Américains, parce qu'on ne le connaissait pas. Je peux vous dire qu'on a connu des grands moments, on a posé nous-mêmes nos mines, il y avait une compagnie de combat qui posait des mines réelles, et une autre compagnie qui allait derrière pour s'entraîner, pour déblayer tout ça. Voilà un départ de Mickey, vous voyez donc une roquette qui délove comme un cordage de marine qui délove le boudin explosif. Et voilà ce que ça donne au sol. Alors ça fait péter les mines, après il faut passer dedans. Vous comprenez bien que c'est ce genre de matériel dont on avait besoin, parce qu'on avait pour déminer que la baïonnette. On avait pris ce matériel anglais en américain, parce que le matériel anglais était plus performant, mais il était trop lourd pour le mettre derrière un VAP, tout simplement. Voilà l'OBG. Alors les photos ne sont pas très bonnes, mais elles sont prises sur le vif, dans le désert. La section des minages. La section des minages, j'ai reçu une demi-douzaine d'AMX-30 démineurs télécommandés. Alors cet AMX-30, c'était des AX-30 déclassés. Le dispositif qui était devant, c'était un dispositif de conception israélienne qu'on est allé chercher dans les dépôts d'Allemagne de l'Est. Et on l'a expérimenté dans le désert. Vous voyez le soldat qui est à côté, c'est pas un légionnaire, c'est un marsouin qui était là pour télécommander le X-30. On a reçu également des bulles, également télécommandées, pour déminer un petit peu ce qu'on pouvait. Voilà les X-30 télécommandés. Voilà les rouleaux qu'il y a devant lui. Voilà. Et à partir de là, vous voyez un peu les dates, on a eu 15 jours ou 3 semaines, c'est là que c'est intéressant. On a eu 15 jours ou 3 semaines pour s'entraîner avec un matériel qu'on ne connaissait pas et avec des personnels qu'on ne connaissait pas. J'ai découvert MedGI au mois de janvier. Voilà. Et à partir donc d'une compagnie et demie, voilà avec quelles unités génie on a attaqué. Vous avez donc en vert le 6e règle au complet, en bleu la compagnie blindée du 3e génie, les 2 sections de déminage français dont je vous avais parlé, et puis le bataillon du génie américain. On s'est entraîné donc du 20 janvier au 21 février, c'est-à-dire à peine un mois. L'offensive terrestre, je vous en ai parlé. Les opérations sont suspendues le 1er mars 91, et là on commence les destructions en Irak. Ce que j'avais reçu pour mission de détruire tout le matériel irakien qui était dans la zone d'action. Donc les canons, les chars, les installations, les dépôts de munitions, etc. Dépôts de carburant. Voilà, vous avez un exemple de ce qu'on faisait. Là, vous avez une fosse qui fait à peu près une vingtaine de mètres de long, 5 mètres de large, 2 mètres d'épaisseur, remplie d'obus de char. Tout ça, on l'a fait sauter, 700 tonnes d'obus d'artillerie et de blindés. Tout ça, c'est filmé à 7 km. Vous voyez un petit peu une piste d'aviation de 1800 mètres. Alors là, c'est classique. Vous avez des lignes qui ont été réalisées avec le MFRD. Vous savez, on fait un trou dans le sol, on met l'explosif, on fait péter 1, 2, 3, 4, 5, 6 profils pour détruire la piste d'aviation. Voilà, les Kalachnikov de sinistre réputation aujourd'hui, 7000 Kalachnikov détruites à l'explosif. Et on a trouvé également toutes ce qu'on appelait les sous-munitions, c'est-à-dire des sous-munitions antipersonnelles, anti-véhicules, larguées par les Américains contre les Irakiens, mais qu'il fallait déminer parce qu'environ 10 à 15% de ces munitions ne sont pas explosées. Voici une cluster bombe qui vous fait péter un pied. Voici des sous-munitions anti-véhicules. Alors tout ça, dans la zone d'action de notre division, donc il a fallu dépolluer tout ça avec des méthodes, si ça vous intéresse, des méthodes artisanales. Voilà, le 20 mars, 2 compagnies de combat partent pour Koweït City, pour aller déminer les plages du Koweït. Alors voilà ce qu'on a trouvé sur les plages du Koweït.
les Irakiens craignent un débarquement des Marines américains. Hein, vous voyez apparaître ici quelques mines antipersonnelles. Et voilà comment on déminait. Voilà, c'est-à-dire à la main, en béret, avec un gilet par éclat qui était pas très efficace. Voilà, le lieutenant Ancelet qui neutralise une mine bondissante. Voilà, alors quelques idées pour l'avenir. Je ne vais pas dire aujourd'hui qu'il faut tel ou tel matériel ou tel équipement hein, pour les sapeurs d'avenir. Je suis rangé des bagnoles depuis déjà quelques années, donc c'est les jeunes qui pourront trouver un peu ça. Alors quelques idées quand même auxquelles je tiens. Et je vais rappeler quelques souvenirs personnels. En 1983, j'étais stagiaire à l'école de guerre. À l'époque, on ne faisait pas de thèse d'histoire, mais on nous demandait de faire un travail de recherche en matière historique. Alors j'ai amené mon travail d'histoire, il date de 83. Il était intitulé « La France face à la guerre révolutionnaire en Algérie », dont on a parlé un peu tout à l'heure, et les leçons d'un échec. Et je vais vous lire 3 lignes de la conclusion, ça date de 83. On doit aujourd'hui étudier sans tarder et avec beaucoup d'attention le dernier avatar de la guerre révolutionnaire que constitue le terrorisme. C'est en 83. Et je disais, le soldat d'aujourd'hui doit dès à présent étudier le terrorisme contemporain, adapter sa tactique au procédé de l'adversaire, appréhender le caractère total et la multiplicité des formes de l'agression potentielle. J'étais pas le seul à penser ça parmi mes camarades de l'école de guerre. Quelques années après, mon directeur de recherche, c'était M. Gérard Chalian, que je pense certains d'entre vous connaissent ici. Quelques années après, en 91, après avoir commandé le 6e règle, je me retrouve comme professeur d'études opérationnelles à l'école de guerre, et comme patron de l'école de guerre, j'avais le général Guignon, qui m'avait puissamment aidé pour me faire équiper en Irak. Et là, tous les deux, pendant un an, on a essayé de dépoussiérer un petit peu certains programmes de l'école de guerre, non pas pour parler du terrorisme, mais pour parler des conflits modernes. Moi, j'ai passé un an à l'école de guerre, le général Guignon a passé qu'un an, il est parti après. Ce qu'on a fait est resté lettre morte. Je suis revenu à l'école de guerre en 97 comme directeur d'enseignement opérationnel. Alors là, j'en ai profité, je me suis dit, je vais essayer, avec quelques camarades colonels, de dépoussiérer un petit peu les dossiers. Je vous disais que j'allais parler sans langue de bois. Je me suis heurté au directeur des études qui voulait absolument qu'on étudie à l'école de guerre les missions de Petersberg, c'est-à-dire les missions d'interposition. Moi, je suis resté aussi un an seulement à l'école de guerre, on est parti fâchés. Dernier souvenir, après la guerre du Golfe, on parle de rétex, on parle de débriefing. Eh bien, je n'ai été reçu ni à l'état-major de l'armée de terre, ni à l'état-major des armées, ni à l'inspection du génie, ni à l'école du génie. Les quelques autorités que j'ai pu voir par la suite pour essayer de dire, on a des choses à dire, pas seulement moi, mais mes capitaines, mes lieutenants, mes sous-officiers, on nous a dit avec un petit sourire un peu narquois, un peu ironique, mais tu sais, ce qui s'est passé en Irak, c'est une parenthèse, la parenthèse est refermée, hein, ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera peut-être plus. Mais si on n'écoute pas ceux qui ont été en situation, qui ont vu quelque chose, qui ont senti quelque chose, qui l'ont vécu, c'est pas la peine de parler de rétex. Donc l'idée pour l'avenir, j'ai mis quelques idées, la seule idée que j'ai pour l'avenir, c'est d'écouter, c'est d'étudier, de laisser les jeunes étudier les menaces futures, même s'ils ne sont que capitaines ou lieutenants, ils ont des idées. Et ceux qui sont allés sur le terrain, qui ont vu des choses, les lieutenants ou les capitaines qui sont allés au Mali récemment, il y a quelques mois, ceux qui sont allés en Afghanistan, c'est ceux-là qu'il faut écouter, c'est ceux-là à qui il faut demander ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vu, quitte à ce qu'ensuite, on remette ça dans un cadre plus général. Mais c'est eux qu'il faut écouter. C'est eux qu'il faut écouter. Autrement, on restera d'un côté entre des gens d'état-major et de l'autre côté entre des gens de terrain.
Et ça, c'est pas bon pour une armée. Voilà, tout ça, c'est une question de volonté politique et de volonté militaire, et pas seulement volonté militaire au très haut niveau, mais volonté militaire au niveau des colonels et des jeunes généraux. Voilà, j'ai terminé. Merci, mon général.